You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 12e épisode de la 3e saison de Cold Facts. Avec Greg, on a décidé de changer un petit peu notre façon de procéder pour cet épisode. Plutôt que de s'intéresser au club roman, on le fera en fin d'épisode. On a commencé par le transfert annoncé de Rafael Diaz pour 4 ans à Fribourg. Enfin, annoncé, rumeur, c'est encore pas confirmé par contre, mais on est parti du principe que ça allait se faire. Et puis on a un peu regardé le marché des défenseurs en 2021 et en 2022, ce qui nous permet de parler de Mercato. Après, on revient sur le succès du côté genevois face à Fribourg-Gotteron 4-3 tir au but. On passe aussi ensuite à nos pronostics. Et puis on passe du côté de Fribourg-Gotteron ensuite pour voir les effets de cette défaite qui finalement n'en est pas forcément une pour l'entraîneur Christian Dubé et ses troupes. Et puis, comme bien est en quarantaine, on termine avec le leader, Lausanne Hockey Club, qui a battu Berne 3-0 mardi soir dans sa patinoire. Et puis aussi un moment assez intéressant où Greg va nous expliquer comment les journalistes ont reçu le contrat de vente du Lausanne Hockey Club. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme. Je vais très bien et toi? Ça va bien, c'est la foire aux bestiaux au niveau des défenseurs, il me semble, en ce moment, non? Non, en l'occurrence c'est méchant, mais c'est vrai que si on commence par ça, on s'est dit, est-ce qu'on commence par les clubs romans? Puis finalement, ça se prête beaucoup mieux de partir du transfert annoncé, ça n'a pas encore été confirmé, mais c'est en bonne voie, de Diaz pour 4 ans à Fribourg. Et puis parler un petit peu justement de ce conséquences. marché. Ouais, parce que alors toi qui aimes les dominos, alors là c'est du domino de compète. Parce que, Oui, alors on rappelle, quand on a parlé du Mercato il y a 2 semaines ou la semaine passée, je ne me souviens plus, ça va très vite. Je crois qu'on a, à la toute fin, j'ai dit attention Rafael Diaz, je suis pas sûr que... On a tendance à un peu l'oublier, ou je sais pas. Mais c'était quand même, j'ai lancé un truc en l'air en me disant, je sais qu'Azouk, c'est pas simple en ce moment, mais de là à l'imaginer partir, il y avait quand même encore un pas. Alors de là à l'imaginer à venir en Suisse romande, il y avait plus qu'un pas, il y en avait 3 ou 4. Il se trouve que selon Blick, qui a lâché la bombe lundi soir, Rafael Diaz aurait signé pour 4 ans à Fribourg-Gotteron. Diaz a 34 ans aujourd'hui, aura 35 ans en janvier, donc arrivera à Fribourg à 35 ans. Et demi pour la première de ces 4 saisons. C'est la fameuse méthode qui a été utilisée pour faire venir Tobias Stephan à Lausanne. Si tu n'arrives pas à rivaliser sur l'argent, ou si tu n'arrives pas, attention, je pense que là, ils ont réussi à rivaliser sur l'argent aussi, mais la taxe romande, c'est que tu dis, bon, ok, je viens chez vous, mais vous me mettez une garantie en plus. C'est ce qu'il y a une de plus a été obligatoire pour faire venir Diaz, je pense. J'aurais pris l'exemple de Robin Grossman, en l'occurrence, oui. Parce que là, ils l'ont signé pour 4 ans avec un joli contrat financier. Puis peut-être que tu pouvais te dire, ouais, tiens, est-ce qu'on va vraiment donner 4 ans Là, c'est pas une question d'âge, alors qu'avec Diaz, c'est plutôt ça qu'on va peut-être analyser aussi, savoir ce qu'on pense à 35 ans et demi de 4 ans de contrat. Parce que... C'est pour ça que je donne Stéphane, parce que je me dis, Stéphane avait une offre de 2 ans de Lugano, et Lausanne a donné 3, si je me rappelle bien. Et c'est pour ça qu'il a préféré Lausanne, entre sûrement d'autres choses. Mais c'est l'une des raisons qui, au bout d'un moment, c'est logique. Si on te donne 2 ans à 500 000 ou 3 ans à 500 000 à valeur égale, tu prends le 1,5 million garanti. Pas besoin d'avoir fait de l'économie, de trop hautes études en économie, on va dire. Mais là, pour Diaz, la première question, c'est clair que tout le monde se pose, c'est l'âge. Il a 35 ans. Est-ce que Diaz vaut ses 4 ans de contrat ? Je te laisse répondre en premier. Pour moi, non. Mais si on se met dans la peau de Christian Dubé, on disait que c'est les années qui vont compter. Donc, c'est clair que si tu lui proposes, tu te dis idéalement, je pense, comme ça, 2 ans. Parce que tu te dis 35 ans et demi, il a une bonne hygiène de vie, il n'a pas été souvent blessé. Donc, ok, 2 ans, pas de problème. Mais 2 ans, à ce moment-là, il signait peut-être pas là parce que Zoug lui aurait proposé 2 ans. Je crois que Zoug lui a proposé 3 et il a refusé. Voilà, donc il faut aller une année de plus. Même 3, je me dis... Mais Zoug peut se dire, oui, mais c'est notre gars de la maison. On l'a fait revenir des États-Unis, on avait tout tablé sur lui pour le projet. Il y avait la naissance de l'académie, il était un peu le parrain de ça. Donc,
c'était l'enfant du pays. C'était complètement logique. Puis là, visiblement, ça s'est grippé. Tu te dis, il y a une opportunité, on y va. Est-ce que c'est bien d'avoir donné cette année de plus ? Tu maximises tes années, c'est ça en fait. Je paye pour 2, même si je l'ai pour 4, mais je paye surtout pour 2. Moi, ce qui me fait me poser la question, ou en tout cas me fait me dire que c'est potentiellement une bonne idée, c'est qu'il n'est pas blessé. Et là, je l'ai dit la semaine passée d'ailleurs, que je m'étais planté royalement sur Fourer en me disant ouais, mais vous verrez, j'ai pas dit vous verrez parce qu'on n'avait déjà pas de podcast à ce moment-là, c'était en d'autres temps, je pense. Tant mieux, comme ça on peut pas réécouter ce que j'aurais dit à l'époque, super. Mais non, mais il y avait un drapeau rouge massif sur Fourer où là le pari n'était pas sur la durée ou autre, c'était va-t-il être en santé à Fribourg. C'est le pari qui a pris du B, il l'a perdu, ce pari, complètement perdu ce pari. C'était chaque fois autre chose, mais si c'était tout le temps le genou qui pétait, tu dis ouais mais attends, c'est le genou, on savait. Là c'est une fois la commotion, il y a eu la double blessure aux côtes, c'est un dictionnaire médical à force Philippe Fourer. Diaz, c'est pas la question. Diaz, là, il peut se blesser, hein, mais tout comme n'importe quel autre joueur de 20 ans peut se blesser. Diaz, la santé, il n'y a pas eu de souci. Il joue ses 47 matchs depuis qu'il est de retour. Depuis le retour en Suisse, il a 46 matchs, 48 matchs, 43, 47. Et là, il a joué les 12 premiers de la saison. En termes de points, c'est une machine. 30, 30, 31, 31. Et là, il est à 8 sur 12 matchs. Tu fais x4, tu es à 32. Il est sur les mêmes bases. Début de saison compliqué, mais à Zug, je crois que c'est vraiment compliqué en ce moment de ce que j'entends. Moi, je vois ça comme ça. À mon avis, c'est dit, ok, on a Berra encore signé pour un certain temps. On a Diaz qui est apparemment content de rejoindre Berra. Je crois que la connexion entre les deux a été très importante. Et moi, et comme toi, je suis beaucoup le sport nord-américain. Et les dynasties, on va dire, ou les super teams qui se créent à gauche et à droite. On se rappelle de LeBron James qui avait rejoint Dwayne Wade et Chris Bosh à Miami, etc. Attention, je ne suis pas en train de dire que ni Reto Berra, ni Diaz, mais de se rejoindre en un endroit où tu as envie d'être, avec des joueurs avec qui tu as envie d'évoluer. Là, ça s'est vraiment passé avec Diaz, j'ai l'impression. Et du coup, est-ce qu'il se dit, bon, ok, 3 ans, j'aurais préféré le signer, mais 4, fine, je prends le risque. Parce que sur le prochain mercato, je pourrais dire, ok, j'ai un Diaz qui a joué une saison, j'ai Berra qui est toujours sous contrat. C'est une base de travail qui est hyper intéressante pour faire venir d'autres joueurs. Est-ce que justement, tu peux après construire là autour et tu maximises la fenêtre d'opportunité que tu as avec Reto Berra actuellement. Parce qu'une fois que Berra sera en fin de contrat, il va falloir peut-être recommencer quelque chose. Peut-être il voit une fenêtre à ce moment-là, puis il se dit, bon, ok, on va all-in. Diaz, à 32 ans, ne serait jamais venu à Fribourg. Ça me semble impensable. Ouais. Là, c'est le problème, entre guillemets, des clubs romans, ou peut-être moins attractifs comme peuvent l'être, on dit Fribourg, mais on pouvait aussi dire Lausanne. Il fallait trouver un moyen de faire venir le gars. Là, le moyen, c'était de donner l'argent garanti. Puis après, c'est toujours la même chose. Si au bout de 3 ans, il est fini, Diaz, il s'en rendra compte bien assez tôt, il est suffisamment intelligent, il y a toujours moyen de s'arranger, puis dire, la dernière année, tu la joues pas, on te donne la moitié, et puis on se quitte bons amis. Je dis pas que ça va arriver, j'en sais rien. Hein. Peut-être que Diaz, il va jouer ses 4 saisons et tout va bien se passer, mais je peux imaginer que dans un coin de la tête, ça existe, ce genre de réflexion, de se dire, ok, prenons le risque, parce que sur les 2 premières années, c'est clairement un très gros renfort. Puis les dernières, c'est là où tu lances les dés. Il y a Julien Vauclair d'ailleurs qui a joué jusqu'à 40 ans, qui a un profil relativement similaire à celui de Rafael Diaz, bon avec le puck, très bonne passe, puis qui a finalement, quand on lui demandait tu veux pas encore jouer une année, tu veux pas encore jouer une année, ouais mais tu sais, il faut encadrer les jeunes, ouais mais tu sais, finalement, il est resté un bon moment, et c'est un exemple d'un joueur qui a pu tenir. Goran Bezina aussi 40 ans, c'est un petit peu plus compliqué, il est redescendu en Swiss League, parce que ça allait un poil vite peut-être en National League. Mais en tout cas, Vauclair, on a ça. Moi, il y a 2 choses qui me font tilt avec Diaz, c'est de me dire, on a souvent parlé des impôts dans le canton de Zug. Finalement, quelqu'un qui part du canton de Zug pour venir dans un autre canton, finalement, il n'y a pas non plus que l'argent. Je pense bien que Fribourg paye bien, il n'y a pas de problème. Mais qu'au niveau des impôts, il ne va pas s'y retrouver de la même manière qu'il pouvait s'y retrouver à Zug. Et puis, un président de club m'avait dit une fois, suivez la femme. Et, intéressant. Et c'était... D'ailleurs, il y avait Reto Berra aussi. Fourer. Alors, Fourer, ok. Sa femme vient de Mora. Voilà. Il y avait Kinsley aussi. Quand on se rappelle que sa femme, elle n'était pas contente. Lui, il était à Fribourg. Il était relativement satisfait de son jeu, de son temps de jeu. Mais
ça allait pas trop avec sa femme qui préférait être au Tessin, je crois. Tout juste. Donc là, la femme de Raphaël Diaz est québécoise. Tout Être juste. dans un milieu francophone, finalement, au bout d'un moment, peut-être que elle se dit que c'est pas plus mal. Puis là, on a beaucoup parlé du jeu. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le leadership. Et toutes les personnes qui m'ont parlé de Raphaël Diaz m'ont dit que c'était un joueur qui était exemplaire. Sauf Klaus Taug. Je parle de leadership dans le vestiaire. Tu y reviendras juste après. Quand il revient à Zug, la deuxième année, il lui donne le C. Il a été capitaine les 4 dernières saisons. L'équipe de Suisse, il a été capitaine en 2017, 18, etc. C'est le capitaine de Patrick Fischer. Donc, si tu es plusieurs fois capitaine dans une équipe nationale ou à Zug ou autre, c'est que dans le vestiaire, tu as une vraie bonne influence. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui a pesé un grand poids dans la balance. Ah, complètement. Et donc, Klaus Taug. Ouais, je trouve que c'est... On le salue dans le sens... Je suis sûr qu'il nous écoute pas. On salue son travail, plus exactement. Absolument. Nous, on trouve qu'il sort souvent des infos qui sont correctes et que c'est jamais... Il y a certaines personnes qui n'aiment pas parce qu'évidemment, il aime bien créer la polémique, mais qu'en général, il tire un peu à tout va et qu'il épargne personne. Là, en l'occurrence, il a épargné ni Zug, ni Fribourg, dans le sens ni où... Diaz. Ouais, au passage, exactement. Dans le sens où Zug s'est fait traiter Dagobert Duck, c'est Oncle Picsou, oui. Et Goofy, c'est Dingo. Et que du coup, il disait que le Zug se comporte comme l'oncle Picsou, mais parle comme Dingo. Vraiment, il se moque ouvertement de Zug en disant que il ferait mieux de se taire. Et puis parce qu'ils ont de l'argent et que non, ils viennent se plaindre, puis ils viennent de dire qu'ils économisent. Diaz, en plus, alors lui, il a ramassé pour être un perdant. Gauthieron a ramassé pour être le plus beau perdant qui rêve toujours d'être champion, finalement. Le même laïus qu'il y avait eu lorsque Stéphane était venu à Lausanne, si tu te souviens. Exactement. Stéphane est un perdant, il n'a jamais rien gagné en Suisse, donc voilà pourquoi Lausanne ne sera jamais champion. Champion, c'est ça. Et tu te dis, mais alors à ce moment-là, je me faisais la réflexion, mais si on commence comme ça, qui est véritablement un transfert marquant, qui est véritablement un champion? Tu peux regarder, si tu as le temps de regarder Romagnosi, parce que ça m'a tout de suite fait tilt. Mais si on reprend par exemple Berne, tu te dis Beat Gerber, qui a gagné, je crois, 6 titres de champion avec Berne. Est-ce que tu considères que c'est une pièce maîtresse d'un transfert? Parce que tu te dis oui, mais lui, il a gagné, alors que c'est un joueur de complément dans un effectif qui va très bien. C'est super. Yosi, on se demande s'il a peut-être pas gagné le titre en 2010 avec Berne. C'est à peu près la seule fois, je me dis, où il a pu gagner ça. Mais il a perdu une finale de Coupe Stanley. Il a perdu, comme Raphaël Diaz, moi, c'est ça le plus. 2 finales de championnat. C'est ça qui m'a le plus un tout petit interpellé, on va dire. Parce qu'effectivement, Romagnosi, il a un titre de champion de Suisse. J'ai contrôlé pendant... Donc, à 20 ans, voilà. Moi, j'entends, hein, si on dit ouais, mais Diaz en playoff, il peut avoir tendance à disparaître. Est-ce que dès que ça devient un peu trop physique pour lui, ça peut être compliqué? Il a des playoffs, il a une saison avec 14 matchs, 5 ou 6 points en playoff, Diaz. Mais c'est un défenseur, moi. Alors, je suis d'accord. Et quand il est revenu à Zug, Zug a aussi changé de dimension, juste parce qu'il était présent. Voilà. L'aspect, c'est un perdant parce qu'il n'a jamais gagné le titre avec Zug, je l'entends. C'est un perdant parce qu'il a fait 2 finales de championnat du monde perdues. Là, ça devient quand même un peu plus compliqué. Surtout, en plus, celle de Copenhague, au penalty. Ouais. Tu dis, tu n'accuses personne finalement. C'est vraiment, c'est une pièce lancée à peu de choses près. Tu critiques personne. Enfin, là, je trouve que c'est malhonnête finalement. Si tu remplaces Diaz ou n'importe les, Stéphane n'était pas à Copenhague, mais tu remplaces Diaz par Romagnosi est un perdant parce qu'il a perdu 2 finales de championnat du monde. Plus une Coupe Stanley. Une Coupe Stanley. Ouais, c'est chaud quand même, je trouve. Puis il a le Norris Trophy du meilleur défenseur. À un moment, je trouve que c'est vraiment... Mais c'est ces fameux raccourcis. Mais d'ailleurs, finalement, c'est un peu la même chose avec Malgin, le Bundesstürmer, qui nous fait sourire parce que ce lien qu'il fait entre les choses. Diaz qui n'a pas gagné, alors donc c'est un perdant. Ouais, c'est peut-être pas aussi drastique que ça, disons. Surtout en plus en utilisant un truc où c'est 2 exploits de l'équipe de Suisse, d'arriver en finale. Et qu'il n'y a rien à jeter. Giannoni et Berra ont perdu ces championnats du monde aussi. On dit que c'est les meilleurs gardiens de Suisse avec raison. Et que quand Giannoni va à Zug, tant mieux. C'est le Meister Transfer, quoi. Il prive Berne, parce que Berne avait toujours été intelligent à garder un bon gardien et tout. Mais là, c'est Zug qui fait le bon transfert. Donc en fait, c'est un peu au gré du vent qu'on change son avis. Un peu limite. Mais j'entends, par contre, la vraie question, c'est est-ce que c'est un joueur qui est capable de sublimer une équipe pour gagner un titre en play-off? Il ne l'a effectivement pas prouvé. Il faut voir le casting autour de lui aussi. Complètement d'accord. Et après, déjà un bon gardien. Tu as déjà un bon gardien, tu as un bon défenseur suisse.
pour la saison prochaine, il y a Gunderson qui est sous contrat, t'as un bon défenseur étranger. Bref, assez parlé de Fribourg, on a dit qu'on parlait du mercato des défenseurs. Ouais, alors, parce que finalement, ça fait effet un peu domino, boule de neige, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y a Sami Kreis, on en avait parlé, qui pourrait aller à Zug. Il y a aussi la question d'Alatalo, est-ce qu'il va partir? Mais entre-temps, je crois que c'est la Berner Zeitung qui a sorti que Kalle Anderson avait une clause de sortie qui pouvait être activé jusqu'à mi-décembre. Ça, on l'avait pas vu venir. Et ouais, parce qu'il avait re-signé son contrat la saison passée, il avait prolongé la saison passée pour 3 ans avec Berne, c'était en novembre 2019. Exactement, avec une clause de départ pour la KHL durant la première saison de ce contrat. Alors, est-ce qu'il activerait cette clause-là, mais pas pour aller en KHL, mais en Suisse ? C'est la question, effectivement. Alors ça, j'avais complètement oublié cet aspect de clause, parce que effectivement, oui, clause KHL, c'est bien gentil. Hein. Au moment où il signe pour 3 ans, tu t'oublies ce genre de détails. Après, est-ce que la clause existe aussi pour la Suisse? C'est pas impossible. On rappelle que Kalle Anderson a été en tribune en début de saison avec l'ancien entraîneur de Don Narkbauer. Il faut de temps en temps rappeler son nom, parce que ça va vraiment être l'étoile filante. On va l'oublier, ouais. On va être l'oublier, celui-là. De temps en temps, dire son nom une fois par épisode, je pense que c'est important. Parti trop tôt. Dans un marché où Diaz, du coup, quitte Zug, Alatalo quitte Zug, Fora pourrait potentiellement, selon Watson, prolonger à Ambry. D'un an. Voilà. Là, le marché pour Kalle Anderson, il y a Dominique Egli qui est en train d'attendre patiemment dans son coin que les choses se fassent pour se dire ok, voyons comment la situation. Laissons les malheureux qui n'auront pas eu leur défenseur sur le marché m'appeler, parce que moi je serai toujours disponible et content de signer un très 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 gros contrat. On m'a dit que l'agent, à part ça, de Dominique Egli, c'était Martin Plus. Est-ce que toi aussi tu as entendu ça? J'ai pas entendu ça, honnêtement. Je peux l'entendre, en tout cas. Que c'était plutôt surprenant, parce que c'est pas comme si c'était un acteur où tu le vois arriver. En fait, c'est marrant, lui-même, n'ayant pas d'agent, il est de nombreuses années pas d'agent. Ouais. Martin Plus, qui se disent non, mais... en fait, mon premier client, c'était moi-même. Voilà comment j'ai géré ma carrière. Ouais, plutôt pas trop mal, je crois. Plutôt pas trop mal, donc je vais gérer la tienne, hein. Moi, j'entends, en tout cas, comme... Mais... Selon Elite Prospect, il est chez Georges Muller comme agent. Donc, après, la base de données d'Elite Prospect n'est pas infaillible non Surtout plus. sur les agents, en plus, des fois, c'est compliqué de savoir. Ça bouge vite, etc. Toujours est-il que Egli, il y a eu beaucoup de rumeurs qui l'ont envoyé à Davos, c'est pas fait. Fora, beaucoup de rumeurs l'ont envoyé partout, c'est toujours pas fait, et donc il pourrait prolonger. Moi, je sais que Genève était très fort sur Michael Fora. On m'a même parlé d'un contrat à plus de 550 000 par année pour lui. Et on m'a même dit que Genève était sur Diaz. Okay. Ils étaient également intéressés, ils se sont renseignés, tout comme Lugano. Lugano, ils ont absolument fait le forcing pour le rencontrer, et visiblement, ça n'a pas fait. On rappelle, Diaz, c'est pas officiel, donc on en a beaucoup parlé comme si c'était fait. C'est pas officiel. Mais en général, honnêtement, moi, je pars du principe que quand le Blick annonce que c'est fait, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de Kunte ou de Zolte ou de Dieu sait quoi. Il va recevoir un contrat de 4 ans à Fribourg. Si Dino Kessler, qui est un journaliste fiable, qui a des sources, notamment à Zug, j'ai pas une once de doute sur cette information. Toujours est-il que le marché des défenseurs, il devient très très intéressant à suivre. Ouais, et puis là on a parlé de 2021 avec Egli et Fora finalement. Fora, on se dit, ça a du sens dans la mesure où il y a la nouvelle patinoire, la nouvelle Valachia, et que tu te dis, tiens, on a rapatrié Pestoni, on garde encore Fora une année pour jouer dans la nouvelle Valachia. À un moment, Fora, il va partir, je suppose, parce qu'il a un tout petit peu d'ambition, puis il se dit bien que ça va quand même être compliqué à Ambry, malgré tout, même avec un éventuel salary cap, et puis que ça pourrait niveler les valeurs. Ça me semble quand même un petit peu plus compliqué, mais Fora, ça voudrait dire 1 an, éventuellement 2022, et à ce moment-là, 2022, on est loin, je sais. Mais vu la tendance actuelle... pour une fois que moi je veux parler mercato, du coup toi tu parles du mercato d'après. Mais parce qu'on est obligé de regarder, on est toujours obligé de regarder un peu avant. Non, t'as raison. Au niveau des défenseurs, on va s'intéresser qu'à ça. Il y a 4 défenseurs jusqu'à preuve du contraire qui seraient sur le marché à ce moment-là. C'est Romain Leffel, c'est Hunter Sander, c'est Genadzi et c'est Radgeb. On a 3 défenseurs droitiers. Avec Fora, ça fait 4. J'ai l'impression que ça pourrait être une belle foire d'empoigne à ce moment-là. En tout cas, tu commences une belle équipe OK Manager avec ça déjà. T'en as 3 internationaux quasiment sûrs et t'as Radgeb qui est
un défenseur qui a goûté à l'équipe nationale qui aussi. Qui est un ex et peut-être futur international. Et même Fora, ça ferait 4 défenseurs internationaux. Enfin, c'est pour ça que dans l'équipe de Patrick Fischer, tu te dis d'en avoir 4 sur 8 défenseurs à peu près, ou 9. Mais c'est là où ça me surprend finalement, cette signature de Fora d'une année. Je comprends complètement l'aspect Ambry, l'aspect nouvelle patinoire. J'ai envie de vivre une année dans cette patinoire-là, je le comprends complètement. Mais tu ferais sauter la banque maintenant. Mais d'un point de vue de l'agent, où tu te dis, t'as plein de clubs qui sont à la recherche d'un défenseur. T'as Zoug maintenant qui va être obligé déjà de prendre un défenseur étranger parce qu'ils n'ont pas de défenseur étranger. Ce qui est un luxe quand tu peux avoir Diaz et Alatalo. Parce que Kreis, c'est plutôt un défenseur. C'est pas le même profil. Ça remplace ni l'un ni l'autre, c'est clair. Donc ils vont devoir prendre un défenseur étranger. Mais si tu arrives à avoir Fora, et je pense que Zouk peut aligner pour Fora 3-4 ans, sans aucun problème, et il n'y a aucun risque. Là où on en a parlé des risques potentiels pour un Raphaël Diaz sur 4 ans, Fora, c'est au contraire. C'est toi qui vas dire non, mais tu veux pas, toi, rajouter une année, s'il te plaît. Donc, je me dis, si tu reviens sur le marché en même temps que Leffel, Untersander, Gennady dans une moindre mesure parce qu'il aura un petit peu plus d'âge. Oui, Radgeb. Et Radgeb, je suis pas complètement convaincu du move de re-signer pour une année, honnêtement. Et on a oublié encore juste un truc, c'est Mirko Müller. Là aussi, c'est sorti. Est-ce que c'est Watson ou un autre? C'est Watson, je crois. Mirko Müller intéressé par Zoug, il a toujours pas de contrat. Il était aux Devils. Lui, en tout cas, alors visiblement, Ishii et Fiala sont repartis pour les États-Unis, mais pas Mirko Müller. On a aussi Yannick Weber, qui était aussi un défenseur où tu te dis est-ce qu'il a encore une place en NHL ou pas. Visiblement, Mirko Müller serait plutôt pour se dire bon, ben voilà, et il a 25 ans. Est-ce que il pourrait signer à Zoug? Et à ce moment-là, alors tu commences à avoir. Oui. Avec un défenseur étranger un peu offensif. Oui, parce qu'on rappelle, Mirko Müller, c'est pas le même profil qu'un Diaz ni qu'un Alatalo. Il avait été excellent à Copenhague, si tu te souviens. Grande patinoire, parce que c'est aussi une des questions qu'on peut se poser sur Mirko Müller. C'est dire, il a beaucoup joué en Amérique du Nord. Est-ce qu'il est capable de devenir un défenseur dominant en Suisse? En tout cas, à Copenhague, il n'y avait pas eu de problème. Il était clairement dominant et il était plus jeune que. Évidemment, c'était pas le passé. Bien joué. Mais il avait 2 ans de moins, voire presque 3 ans de moins. Donc. Je serais intéressé de le voir en Suisse et ça pourrait être un de ces fameux qui nous dit non, mais je reviens en Suisse. Mais vous verrez, c'est pas un pas de retrait, c'est un pas de côté et je vais repartir. À part ça aussi, pour finir sur le thème des défenseurs, j'ai regardé un peu les contrats et je dois dire que Lausanne, pour le coup, alors, a l'air d'avoir blindé son truc jusqu'au plus loin que 2022, puisque Eldner, Frick, Barberio et il y a encore Marty en tout cas. Visiblement, même c'est pas encore sorti, mais il me semble que toi, tu avais dit que tu avais entendu que le contrat pourra être un contrat de longue durée, c'est juste? Oui. Et puis Glauser qui doit arriver, ça ferait finalement, en tout cas jusqu'en 2023, voire plus loin, pas mal de défenseurs sous contrat et tu t'enlèves une épine du pied finalement. Oui, alors complètement. La gestion de la défense à Lausanne m'a l'air d'avoir été bonne. Ils sont tranquilles pour le futur. Barberio, on commence quand même à voir que c'était un bon choix. Je crois qu'on n'en a pas douté ici, et à raison du coup, que Barberio était un très bon choix. Eldner, on peut se poser des questions, parce que moi, souvent, je suis là un peu à fermer les yeux quand il fait une relance. On voit sur le 3-2 contre Genève, on en reparlera peut-être un peu plus tard ou pas, parce que c'est vieux maintenant, mais à ce moment-là c'était quand même c'est lui qui fait une relance catastrophique. Il y en a quand même, il y en a une ou deux par match qui sont compliqués, disons, mais la défense de Lausanne tient la route. Ils vont encore se renforcer avec Glauser. Je pense que oui, effectivement, de ce côté-ci de la glace, il y a moins d'urgence d'aller chercher les Diaz, les Fora et autres, même si je peux imaginer qu'ils ont fait la meilleure offre pour continuer sur la blague, mais là, par contre, je pense que c'est faux. Après ce long passage sur les défenseurs, on a un peu finalement traité de tout le monde par la force des choses, une bonne partie des clubs. On revient un petit peu plus... dans l'actualité des clubs, on commence avec Genève, parce que Genève a beaucoup joué. Il y a eu une victoire 3-2 à Lausanne. Vraiment, je ne sais pas si c'était un statement, mais en tout cas, c'était un très bon match. Ouais. Derrière, une catastrophe industrielle à Langnau un dimanche, un 4-0, tu crois même pas que tu étais en train de parler de ça. Et puis, mardi soir, victoire 4-3 au tir au but dans un match aussi de très bon niveau, avec du rythme. C'était, en tout cas, les 2 derniers déplacements au Vernet. Moi, j'étais ravi, j'ai vu du bon hockey. Oui. Alors, tant la coupe, on en a déjà parlé la semaine passée. Même s'il y a eu 0-0. Qui était déjà un excellent match. Mais c'est vrai qu'au milieu, tu as
cette verrue, on va dire, de match à Langnau qui était une purge. Ça fait partie du genre de match. Voilà, tu comprends pas. Ça va pas. Dès les deux, trois premiers chiffres, tu as l'impression que ça va être chiant. Et les matchs à Langnau le sont de toute façon. Et c'est le but du jeu là-bas, la plupart du temps, c'est que ce soit pénible. Ça l'a été. Manzato n'a pas aidé, malheureusement. Ouais. Manzato qui avait été excellent en Coupe de Suisse contre Lausanne, où il se fait blanchir en 65 minutes. C'est un gros blanchissage. Non, c'est pas vrai. Manzato, il joue le match de... Non, c'est juste. C'est juste. Pardon, je me perds. Et donc, il fait un très gros match de coupe. Voilà, là, il se prend d'abord un autogol de Vermin. Heureusement, ça ne fait pas des points négatifs à Hockey Manager pour ceux qui l'ont. Mais voilà, ça fait partie des trucs qui arrivent. C'est un jour comme ça. Et ils ont su réagir. C'est ça, je trouve, le plus important. Pas ces derniers temps, offensivement, Genève, c'est compliqué. On en a parlé la semaine passée. Il y a quand même eu une réussite qui était vraiment présente pendant un bon moment, pendant les premiers matchs du championnat. Insolente, presque. Ça s'est clairement calmé. On voit aussi qu'il a commencé à avoir une certaine frustration qui grandit dans les rangs genevois. Souvent, on marque, est frustrant, je trouve, sur la glace, à trop tenter la petite passe dans le dos, le petit truc qui va être incroyable si ça passe, mais si ça passe pas, ça fait une perte de puck supplémentaire. Et j'imagine qu'il y a toujours ce travail qui doit occuper les assistants de Patrick Aymon, Yann Cadieux et Louis Matt, de refocaliser tout le monde, de jouer plus simple, de revenir aux fondamentaux. Là, on a vu un détail intéressant en powerplay, c'est brassage des lignes, retour de Vermin sur la première unité de powerplay. Miranda vient dans cette première unité de powerplay également. Il y a eu un but. Oui. C'était la première fois depuis un sacré moment. Et tu disais 17. Oui, 18, j'ai vu ça sur MySport. La première, c'était 0 sur 17. Ouais. La première n'a pas fonctionné, donc 0 sur 18 avant le but de Joël Vermin sur passe de Temernes et Omark. Vermin-Temernes, c'était deux joueurs, les 5 derniers matchs qui étaient vraiment à la peine. L'autre, c'était Tyler Moy, aussi buteur contre Fribourg. Quand ces joueurs-là se réveillent, ça donne une vraie profondeur à cette équipe de Genève et tout est quand même vite un peu plus facile. Ouais, on a l'impression que les lancers rentrent. En fait, c'est que plutôt que de tirer à côté, le lancer de Tyler Moy, d'ailleurs, parce que tu parles de ça, il est propre. Oh oui. Parce qu'il vient dans un angle assez fermé et il envoie un pétard, quoi. Il part dans la lucarne, dans un angle fermé, face à Reto Berra. Il n'y a pas beaucoup de place depuis là. Quand tu as Reto Berra qui est face à toi, pour voir la lumière, c'est pas simple. Hein. Exactement. Donc ça, c'était complètement positif. Après, à Genève, ils peuvent se dire, bon, on menait 3-1 à la 22e. Là, on doit garder ce score-là. Et j'ai trouvé qu'ils avaient été, c'est pas bouffés, mais ils sont peut-être qu'ils ne sont pas attendus à ce que Fribourg vienne fort, finalement. Fribourg a rien abandonné. Parce qu'ils auraient pu, alors Fribourg, à contrario, se dire, bon, 3-1 à Genève, à la 22e, là, ils ont pris le 4-0. Ce coup-ci, ça s'est débloqué. On peut passer une soirée compliquée. Les 6-1 à Lausanne peuvent aussi... contre Lausanne peuvent ne pas aider. Et puis, non. Là... D'autant plus que le 2-1 tombe 19-34. Donc, juste avant de rentrer au vestiaire. Le 3-1 tombe 21-50. Juste au retour du vestiaire. Là, tu te prends 2 coups sur la tronche l'un après l'autre. Derrière, il y a encore un powerplay de Genève. Quand Motet prend 2 minutes, on nous a annoncé d'abord pour surnombre, puis finalement pour obstruction de moteur. Ouais. On n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais là, c'est vrai que Genève a raté le coche aussi. Complètement. Et... Parce qu'en face, ils ont été bons. Puis peut-être parce que le powerplay, c'est comme tu disais, un but. Voilà, ils ont entreaperçu la lumière sur ces séquences-là. Mais ça se soigne peut-être pas forcément comme ça. Et puis, il y a aussi un truc, toi, tu l'as beaucoup remarqué, c'est des petits jeux, des fois, entre les joueurs talentueux. Il y a eu cette séquence que moi, je trouve quand même assez étonnante. Elle est marrante, si on veut bien, si on la sort de son contexte et du match. Mais quand tu as Omar et Temernes qui se font des passes à travers la zone fribourgeoise, une passe, retour, puis repasse et retour... Non, les gars, là, il y en a un des deux qui doit tirer bien avant. Ouais, c'est ça. Il y a cet aspect un peu, le chat qui joue avec la souris, puis au bout d'un moment, la souris, elle s'est tirée, quoi. Et là, on en a parlé, non, toi, t'étais pas là. On parlait de ça avec Noah Rudd à la fin du match. Il disait, non, mais bon, là, on doit arrêter. Ça, on doit arrêter. Il manque cet instinct de tueur. Et là, je trouve que
c'est pas cette scène elle stigmatise plutôt ce manque d'instinct turc dont parle Noah Rod. Et ouais, le show pour le show, c'est vrai que Dieu sait si je pense qu'à ce micro, on n'est pas contre Linus Omark. Mais là, tu te dis, voilà, on va tirer, quoi, c'est bon. Surtout que les 3 buts, si on les reprend, le but de Berton, il se pose pas trop de questions, il l'envoie dedans, elle est bien placée. Le powerplay, là aussi, il y a une petite déviation, ça joue assez rapidement, ça envoie au but. Moi, il se pose pas de questions, Non. Ça part dedans. Donc là, tu te disais, ah ouais, quand Genève se pose pas trop de questions et il va un peu, c'est pas mal. Et puis là, tout d'un coup, est-ce que c'est un peu le péché mignon? C'est ce qu'on pourrait reprocher. Hein. On se posait la question aussi au début. D'ailleurs, quand Genève allait très bien, puis tout d'un coup, il y avait eu un coup contre Ambry. Puis j'avais émis l'hypothèse que est-ce que tout d'un coup, Genève joue pas un peu à la manière de Linus Omark, puis qu'ils font un peu trop de choses, puis on veut un peu trop faire comme lui. Ouais, C'était possible. Je pense que là, tu as touché assez juste ce jour-là. Quand il joue simple, c'est un peu... Mais on a l'impression que c'est un peu le laïus qu'on va nous sortir... dans les phrases toutes faites de match après match, les 3 points, c'est le plus important et tout. Jouer simple, mais mine de rien, il n'y a pas tellement d'autres solutions quand ça va un peu en dents de scie. Tu reviens à des fondamentaux, et puis on voit le hockey moderne, notamment en NHL, comment tu marques des buts. Plus tu lances au goal, et puis tu as tes déviations, ces goals un peu moches et tout. C'est ça qui fonctionne. En général, il n'y a pas besoin de faire des... Puis, on parlait avant de Moy, de Mernes et de Vermin, qui était un tout petit peu en difficulté. Il y a aussi un joueur qui peine, je trouve, depuis un certain temps, c'est Eric Fer. On rappelle, fantastique quadruplé, le fameux jour des quadruplés, c'est comme ça qu'on renommera le 27 octobre, où il en met 4 contre Berne. Puis derrière, il a 9 matchs et 3 points, dont 2 buts et une passe décisive. Pourtant, il est toujours utilisé à toutes les sauces. Il est toujours important défensivement. Il crée, il se cache pas, mais il est vraiment pas en réussite. Il gagne ses engagements. Il n'y a pas grand-chose il n'y a rien à jeter vraiment, mais il y a un manque de réussite à ce niveau-là. Et du coup, avec lui, Winnick est aussi un petit peu moins dominant. C'est ça. Et je pense qu'il faut aussi aller chercher là, peut-être, l'une des raisons de... Pas la même forme, parce que la forme a l'air bonne, les coups de patin est là. On a vu les 2 matchs contre Genève, c'était des excellents matchs, mais des matchs où, faible scoring, voire pas de scoring du tout pour le match de coupe. Les canons, ils sont un peu rouillés, et Fer Winnick font aussi un petit peu partie de ce constat-là. J'ai l'impression d'ailleurs que Fer, il rate un contre 1 face à Berra. Oui. Il se présente tout seul. On l'a connu plus efficace face à un gardien, mais en même temps, c'est Reto Berra en face, donc aucun problème. Les 2 gardiens étaient excellents au cours de ce match. Il y avait juste un truc, on l'a déjà parlé, mais j'ai encore regardé à un moment le jeu de Roger Carrère, et on parlait des défenseurs avant, et lui, il a un contrat 22+1, donc il a cette option. Je me disais, s'il y a un gars, en fait, où je mettrais mon focus pour être sûr qu'il se sent bien à Genève, c'est lui. Je me disais vraiment que là, il n'a pas forcément pointé, mais dans sa façon de se comporter sur la glace, sa façon de jouer, je trouve qu'il fait très peu d'erreurs. Je trouve qu'il joue intelligemment, il sait quand monter, il sait quand appuyer l'attaque, il sent bien le jeu, et je me disais, là, tu pourrais avoir un défenseur qui reste pour... on parlait de contrat à longue durée, ce serait typiquement le genre. Le jour où Carrère et Miranda sont signés à Genève, là aussi, pour donner congé, ça pourrait être un jour férié au bout du Léman, honnêtement. Et j'ai juste regardé Winnick, vu que j'ai parlé de Fer juste avant. Winnick, son dernier, il a 2 points contre Lausanne, le 4 décembre. Mais avant, il a une série de 7 matchs sans un seul point. Ouais. Ça remonte du coup au match contre Berne. Le soir du quadruplé de Fer, il met 3 points. Et sur les 9 matchs suivants, il n'a que 2 points. Donc là aussi, ils ont pu être cachés à un moment parce que la première ligne fonctionnait vraiment bien avec Omark, Vermin et Ria. Là aussi, Ria, s'il est sur le départ, qu'est-ce qui se passe? Ça va rebrasser un petit peu les cartes. Moi, il va devoir remonter. Richard n'est toujours pas là. On a beaucoup parlé de la profondeur de cette équipe de Genève. C'est une réalité. Il y a une profondeur offensive qui est vraiment, vraiment enviable pour beaucoup d'équipes. Mais quand Ria va s'en aller, s'il s'en va, parce qu'on n'a pas encore
la certitude, 13 janvier, probable reprise de la NHL. Ouais. La AHL, ça va attendre février. Exactement. Donc, est-ce que Damien Ria va rester? C'est clairement une possibilité. Mais s'il s'en va, là, il faudra se poser des questions aussi. Comment changer ça? Est-ce que moi, il va faire du poste pour poste et jouer avec Vermin et Omark? Bref, là, c'est de la musique d'avenir. Mais le puzzle, il risque de bouger ces prochains temps. Ouais, mais ce que j'aime bien, alors étonnamment, ça pourrait être pas finalement si inintéressant que ça, dans la mesure où tu enlèves une pièce maîtresse, comme Damien Ria, tu fais remonter dans l'alignement Moy et tu vas mettre un travailleur, ou en tout cas un jeune à qui tu peux accorder du temps de glace à la place de Moy, et peut-être retrouver un peu plus de joueurs d'énergie, de complément, et moins de joueurs qui pourraient être éventuellement frustrés par un temps de jeu ou des situations de jeu où ils sont moins sur la glace. Et pourquoi pas avoir une meilleure balance? Ça pourrait être finalement... Faudrait pas être surpris de se dire « Ah non, ce Genève-là, finalement, là, ils sont pas mal. » Parce que tu te retrouves avec un effectif qui est pas mieux construit, mais où finalement, il y a moins de frustration et c'est plus logique comme colonne vertébrale. Ouais, tout à fait. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à notre capsule sur les pronostics. Premier pronostic qui passe pour moi, je suis satisfait d'avoir au moins quelque chose. Alors, il faut avouer quand même que Greg, tu avais pris un joli risque pour le coup. Salut. Se faire planter par Linus Omark, honnêtement. ça, c'est fini. Tu avais pris match nul entre Lausanne et Genève. Oui. Bon, à la 57e, je crois, Omark qui marque 3-2. Donc, c'est terrible. Terrible. Ça fait depuis vendredi que j'essaie de m'en remettre. Moins 15 pucks, donc 926. Et puis moi, j'ai gagné 21 pucks avec la Zug qui est passé contre Berne. C'était un back-to-back. Oui. On était parti du principe que si on misait sur l'équipe perdante, un peu, en se disant, tiens, celle qui perd le jeudi, je voulais quand même voir qui c'est qui perdait. J'étais plus content que ce soit Zug qui perde en me disant, je pense qu'ils vont se rattraper. Et Berne, en ce moment, ça va pas tellement. Et les prochains matchs, donc vendredi, on a déjà 2 matchs qui ont sauté. C'est Ambry-Zurich et Lausanne-Lugano. Donc on n'a plus que 4 matchs. Alors qu'on devait en avoir 6, enfin. Voilà, on avait 6 matchs à disposition pour parier sur un match qui n'aura pas lieu. Il n'y en a plus que 4. Donc la probabilité, là, elle devient de plus en plus haute. On va nous se faire vanner sur les réseaux sociaux en disant que quelle est la cote du renvoi de match qu'on aura choisi. Exactement. Rapperswil Zug, Davos Bienne, Gotteron, Langnau et Genève Servette Berne. Je trouve, là, tout d'un coup, il y a pas mal de matchs qui sont intéressants. Sur quoi tu partirais comme ça? Alors, d'instinct, mais cette vache à lait zougoise pourrait être intéressante. Zug est à 2-10 à Rapperswil sur Jouer Sport. Ça peut être une piste intéressante. Ou quitte à être un peu joueur à 2,85, ça peut aussi être marrant. Donc avec deux buts d'écart. Plus d'un but d'écart, ouais. Exactement. Après, Fribourg-Langnau, je pense que je m'amuserai pas. J'ai pas envie de m'amuser sur ce match-là. Lausanne-Lugano n'a pas lieu, donc on est bien. Et puis Davos-Bienne, il y a ça. Davos fait n'importe quoi. Bienne sortira de quarantaine. On a vu que les équipes qui sortaient de quarantaine n'étaient pas ridicules du tout. Oui. On ne peut pas jouer l'autre par principe, attention. Mais Forster et Van Pottelberger aussi. Alors Pope, très bien, mais Van Pottelberger visiblement n'est peut-être pas encore tout à fait remis. Alors est-ce que c'est un risque? Moi, l'autre option, ce serait de jouer les buts à Davos-Bienne en fait. Parce que Davos, ça va dans tous les sens. Et c'est pas positif comme phrase. Non. Mais les bookmakers, ils se sont pas trompés. Le plus de 5 buts et demi, il est qu'à 1,55. Donc, par principe, on prend pas des cotes comme ça. Parce que sinon, l'expertise... moi, je pense qu'il faut jouer Roger Federer au premier tour de Wimbledon. Suivez l'expert. À 1-0-1. Non, on va pas... Donc, si je pars, c'est plutôt sur du plus de 6 buts et demi à 2,05. Ou alors tu vas au bout du truc, puis tu dis qu'il y aura plus de 7 buts et demi à 2,80 avec une mise un peu plus faible. C'est aussi une option. D'ailleurs, un de nos auditeurs nous avait mis où moi je sens que à Davos contre Ambry, et c'était le match où il y a eu 6-4 pour Ambry. Oui. Il avait dit oh là, allez, moi je prends du 7 buts et demi. Je suis sûr que entre le Shaunettinen et le reste, ça va passer. C'est passé. Grand bravo parce que sereinement. À 7,5, en plus de 7,5, la cote, elle était jolie. Hein. Donc, non, il a dit, je crois qu'il a engagé 5 francs pour dire
Pas pris de gros risques, mais ça fait toujours plaisir de passer un prono. Quoi. Complètement. Et puis Genève-Berne, c'est intéressant de voir déjà à quelle cote, parce qu'elle n'est pas disponible actuellement sur l'application Jouer Sport. Mais Berne est quand même censé en gagner un de temps en temps. Mais en ce moment, j'aurais de la peine à parier contre Genève. Ouais, ou même de parier pour Berne. Parce que ils ont gagné 2-1 après prolongation contre Zug. Donc on va dire que c'était un match nul pour si on parie après 60 minutes. Et puis derrière, c'est 2 défaites, 1 but marqué, défaite 4-1 contre Zug, défaite 3-0 contre Lausanne. Offensivement, c'est compliqué. Gaëtan Haas, à l'interview à MySports, tu sens qu'il est dépité. Ouais. Entre-temps, on parlait de NHL. Est-ce que Gaëtan Haas aussi, parce que alors lui, pour le coup, c'est vraiment un joueur des Oilers. Donc, s'il faut repartir, t'enlèves une force de frappe à Berne, mine de rien, même s'il n'a pas été exceptionnel jusqu'à présent. Non, c'est compliqué. Si on peut avoir du Genève aux alentours de 2, je lance un appel. Ça peut devenir intéressant. À mon avis, t'es optimiste, là. Ouais. Mais sinon, Gauthieron, tu disais Gauthieron contre Langnau. 1,65, il faudrait jouer le handicap pour que ça devienne intéressant. Ouais, si tu veux, mais si on est moins... Là, pour le coup, je trouve même 1,65, de dire que Gauthieron va gagner, c'est pas forcément faire preuve de peur ou de dire qu'on n'est pas des grands experts que de prendre une cote à 1,65. À la maison contre Langnau. Ouais, bien sûr. Sors un petit peu là. Tout ça pour dire que, comme d'habitude... Vendredi matin sur nos réseaux sociaux, notre choix. J'ai quand même tendance à partir sur Zoug comme ça, mais s'il y a une bonne cote à Genève, je me laisserai peut-être tenter. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Bon, alors on regarde l'autre côté du match de mardi soir. Auvernais, pour le coup, Fribourg, c'est qu'un seul match, parce qu'en 8 jours, parce que le dernier match, c'était, on en a parlé, tu y étais, c'était le fameux match des doigts perdus à Ambry. Là, on a Fribourg qui s'est incliné 4-3 au tir au but. Moi, j'ai fait un deuxième papier où j'ai mis si le match nul existait encore, parce que je trouvais que, pour le coup, un 3-3, mais c'était un petit peu la même chose avec les matchs entre Genève et Lausanne pour le coup. Et même le match à Fribourg, où Lausanne gagne 2-1 avec ce but de Julien Sprunger qui est annulé. Il y aurait eu 2-2. On est vraiment sur des équipes qui se valaient. Il n'y avait pas forcément de quoi dire, de crier au scandale si il n'y avait pas de vainqueur entre les équipes. Et moi, je trouve que mardi soir, c'était vraiment le cas typique il y a eu des bonnes phases des deux équipes. Oui. 37-38 au shoot, ça prouve aussi que finalement, sans regarder la qualité des tirs, mais ils étaient tellement proches. Et que finalement, d'ailleurs, Christian Dubé nous a dit à l'issue de ce match, c'est le journaliste François Rossi de La Liberté qui lui a posé, qui dit, mais on a presque l'impression que c'est une victoire, que tu la considères, que tu es assez satisfait, que ce serait presque une victoire. Puis il niait pas que c'était vraiment pour lui vraiment un bon point. Un bon match, j'imagine, effectivement, et d'aller ramener un point de Genève, déjà tout le monde ne va pas le faire. Puis comme on dit, à chaque fois qu'un match va au penalty, et même s'il se décide en prolongation, parce que cette prolongation était assez marrante, parce que Fribourg a eu un powerplay, j'y reviens dans un tout petit moment, mais ça aurait pu basculer des deux côtés. Séance de tir au but, là aussi, c'est vraiment un coin flip. Moi, j'ai quand même un petit regret à chaque fois qu'une équipe a un powerplay durant les prolongations. Et je sais pas si... Ma réflexion serait la suivante en tant que coach, je sais pas si... En tant que journaliste dans les tribunes qui aime bien avoir un avis sur ce qui se passe sur la glace, on va dire. C'est ta probabilité, donc en powerplay, engagement donc en zone offensive, si l'engagement est gagné, voire s'il est perdu et le puck est balancé de l'autre côté, à quel moment tu sors pas ton gardien pour forcer un 5 contre 3 ? Moi, ma réflexion est la suivante. Un but à 3 contre 5, ça n'arrive pas très fréquemment, voire pas jamais évidemment, mais ça arrive très rarement. Pourquoi ne pas prendre le risque de se dire, bon, j'aime mieux mes chances... T'as un gardien aussi des fois. Je suis d'accord, mais tu dis j'aime mieux mes chances sur un 5 contre 3 pendant 2 minutes pleines. C'est 2 minutes pleines de 5 contre 3. J'aime mieux mes chances de marquer à ce moment-là que de jouer mon 4 contre 3, avoir toujours une chance de marquer, évidemment. Fribourg a d'ailleurs eu beaucoup de chances de marquer. Il ne l'a pas fait à ce moment-là. Que d'aller au penalty où là, ça redevient le coin flip. Est-ce que je force pas la chance en me disant... on sort le gardien, on joue un 5 contre 3. Et j'ai eu une pensée pour Max Sorley, et je suis sûr que lui, il aurait eu la tentation de le faire de temps à autre. Après, la question, c'est est-ce que tu es
t'estimes avoir plus de chances de gagner au tir au but que ton adversaire si tu joues face à une équipe qui a une pive au but. En l'occurrence, c'était pas le cas parce que Gauthier Desclous fait un excellent match et est très bon. Et accessoirement, je pense que Genève est plus talentueux sur une séance de tir au but et donc peut plus facilement forcer la décision sur une séance de tir au but que Fribourg. Donc à ce moment-là, moi je me demande si tu sors ton gardien. Le point, il est fait à l'extérieur et ça changerait rien à l'analyse du lendemain de dire bon, vous avez pris un but dans la cage vide. Oui, on a joué pour gagner. On est passé pour des ânes. Possible. Sur le long terme, est-ce que c'était peut-être le bon choix? Parce que si on rejoue 100 fois la situation, X% du temps, on va être du bon côté. Peut-être. Et à ce moment-là, est-ce que ça vaut pas la peine de le faire? Ça me fait penser ce que tu dis, et je réfléchis à un entraîneur de football américain qui dit, pour certaines phases de jeu, des fois qui sont un peu tentés, ils tentent des choses, effectivement, sur certaines phases, qui sont un peu couillues, on va dire. Puis il dit, ouais, mais nous, on vit pas dans nos peurs. Et je pense que c'est assez cet état d'esprit-là qu'il faut dire, plutôt qu'après d'avoir des supporters qui disent, mais pourquoi t'as sorti ton gardien? Personne fait jamais ça. Tu sais bien qu'on peut ramasser ce but. Oui, certes, mais j'estimais mes chances plus intéressantes. Et finalement, le message que tu envoies à tes troupes, c'est de dire, les gars, moi j'ai confiance en vous. Je crois en vous. Après, on peut aussi dire qu'un 4 contre 3 en hockey sur glace, souvent, tu arrives facilement à poser le power play et que normalement, tu peux t'installer dans la zone. Donc, tu vas faire tourner le puck. Oui, mais le nombre va faire que tu auras plus de décalage qui vont se créer partout dans la glace. Mais après, il y a le risque, et il faut que les joueurs en soient conscients et l'acceptent, que ton powerplay joue la trouille au ventre parce qu'il n'y a pas de gardien et donc joue différemment et moins libéré et que tout soit plus compliqué dans la phase de jeu. Ça, je l'entends aussi, évidemment. Hein. Mais ça peut être transmis effectivement par l'entraîneur qui leur dit « Les gars, allez-y, j'ai confiance en vous. Pas grave si vous encaissez. » Du coup, si tu leur enlèves cette chape de plomb potentielle, à mon avis, ils peuvent jouer plus libérés. Et en tout cas, l'idée est intéressante. Est-ce que c'est il faut faire comme ça, il faut surtout pas faire comme ça? Je pense que poser la question, au moins réfléchir, c'est... Moi, j'aimerais bien le voir une fois. J'aimerais bien que ça arrive. Juste voir comment le jeu se développe à ce moment-là et comment... déjà, si l'équipe qui le tente a du succès, je pense que ça va aussi aller dans ce sens-là. Si ça se tente une fois et que l'équipe marque, ça va peut-être donner l'idée à d'autres de se dire mais quand même, ça pourrait... Et si on y réfléchissait? Là, visiblement, on n'y est pas. D'ailleurs, on sort de plus en plus tôt le gardien quand il faut rattraper 1 voire 2 buts en fin de match. Des fois, on voit le gardien sortir à 57 quelque chose, alors qu'avant, on avait tendance à attendre. En fait, ce temps s'est allongé. Maintenant, il y a de plus en plus de... On sort le gardien de plus en plus tôt, ce qui finalement va de pair avec ce que tu dis. Oui, moi je pars du principe que qu'as-tu à perdre? Dans les deux cas, c'est finalement pareil. T'es mené 4-2 à la 56e, sur ton gardien, t'as quoi à perdre? Tu prends le 5-2, fine, c'est pas grave, il n'y a aucune perte. T'as gagné ton point à l'extérieur, ou même à domicile, c'est égal, t'as gagné ton point, t'as quoi à perdre? Il est là le point. Il y a un deuxième point à aller gagner. Ouais. Peut-être qu'avec cet esprit-là, tu joues pour aller le gagner, ce deuxième point, plutôt que pour ne pas le... Je dis pas que ça doit... Enfin, je dis pas que c'est la vérité. J'aimerais juste voir une fois quelqu'un l'essayer. Et je me dis que si un Max Rollet est à la bande quelque part, je serais pas surpris ça le titille en tout cas. J'ai bien aimé dans ce match, côté fribourgeois, la performance de Yannick Heron. Je l'ai trouvé responsable. Offensivement, c'était correct, pour le moins. Et il a marqué d'ailleurs, il a marqué en tout cas 2 points, je crois. Par contre, défensivement, à un moment, j'ai bien aimé. Il y a eu une phase où il fallait back-checker. On sait que Yannick Heron n'est pas forcément l'attaquant qui est le plus responsable défensivement. Il a fait l'effort. Il a fait gagner une seconde à ses défenseurs parce qu'il a un tout petit peu déréglé la mise en route genevoise qui partait en attaque. Je trouvais que c'était très très bien et j'ai bien aimé cet état d'esprit d'Heron. On sait qu'il est un peu en dents de scie, mais là, il a fait plaisir. Ouais, là, on avait dit la semaine passée que le retour à la ligne d'Domenico Schmidt, Heron, qui avait très très bien fonctionné en début de saison, était peut-être une bonne idée parce que justement, au moins, tu sais que tu as quelque chose sur quoi t'appuyer. Autre que Di Domenico, qui vraiment est toujours bon, en fait. Oui, c'est de la sorcellerie, comme il ressort tout le temps le puck. C'est tout le temps lui qui sort de la bande avec le puck.
sans être forcément le plus rugueux, il y va. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il a tout le temps le puck en sortant de la bande. Et je trouve ça assez impressionnant. Je ne sais pas quel est son secret s'il y en a un. Mais oui, il est constamment bon, Di Domenico, et c'est vraiment impressionnant. Et il rend meilleur les joueurs qu'il a avec lui. Moi, j'ai trouvé que Stolberg était très bon. Et il me semble qu'on le dit assez régulièrement à ce micro qu'il est bon, quoi. Il a un coup de patin qui est impressionnant. On a vu sur l'égalisation de Fribourg le 1-1. Il part avec un tout petit peu de retard sur son défenseur, puis en trois coups de patin, il est derrière Jacquemet. Il paraît pas très bien Jacquemet sur ce coup-là. Je pense, enfin, je suis pas à sa place, mais il me semble qu'il essaie, il voit mal, il évalue mal la trajectoire du puck, à mon avis, qu'il arrive par en dessus. Ouais. Puis Stolberg l'évalue un petit peu mieux, puis du coup, forcément, ça crée vite un assez gros décalage entre les deux joueurs. Mais après, il la glisse sous la latte, c'est assez propre. Et ouais, Stolberg, finalement, on parle de Stolberg, on parle de Di Domenico. Gunderson, très bon aussi. Il joue une demi-heure, il est un shift sur 2 sur la glace, c'est un métronome. Dernay, c'est ton centre numéro 1, puis derrière, c'est compliqué les centres. Donc, Brodin, j'espère qu'il aime bien. Bikov, très bon match aussi. Ouais, et j'espère que Brodin aime bien la vie à Fribourg, parce qu'il va y avoir un petit peu de temps et 2-3 soirées libres. Parce que je pense qu'il joue avec les cafés rouges. Alors, il peut, jusqu'à 19h, le problème. Mais donc, je pense que Brodin, là, il est clairement maintenant dans la hiérarchie numéro 5. Au début de saison, on se posait la question que ça se jouerait entre Stolberg et Brodin, selon moi en tout cas. Tout le monde n'était pas de cet avis-là. Là, c'est plus la question avec Stolberg, mais la question, c'est avec qui. Et en fait, il n'y a pas. Donc, de temps en temps, je pense qu'il va recevoir son match parce que voilà. Mais quand il a joué, il n'a pas été bon, Brodin. Puis alors, il y a une question. Elle est arrivée chez nous depuis un petit moment. J'avais oublié de la traiter. On l'a gardée au chaud. Ouais, parce qu'en plus, c'est cool. C'est une auditrice qui nous pose la question Elle a remarqué que comme Cons était souvent blessé et qu'il jouait beaucoup, elle a regardé sur le site Analyze Data, d'ailleurs, et elle dit, est-ce que c'est pas risqué de tout miser sur un gardien comme Fribourg avec Berra? Et je trouve la question pertinente. C'est vrai, d'avoir un deuxième gardien qui tient la route au cas où. Fribourg, finalement, d'une certaine manière, l'avait l'année passée avec Weber, même si il était encore jeune. Maintenant, avec Connor Hughes, ils ont un deuxième gardien. Il faut peut-être lui donner un peu plus de matchs. Mais on sait que Berra, c'est tellement difficile, en fait, c'est que tu l'envoies tout le temps. C'est une machine, en fait. Il bouffe de la glace. Il est solide, quoi. Ouais, ça fait partie aussi de ces gardiens, je pense, qui ont l'habitude de jouer les 45, 47 matchs. Je prends souvent l'exemple de Tobias Stefan. À Zug, en tout cas. À Zug, s'il n'était pas au fond du lit ou attaché dans le vestiaire, il était sur la glace. Et le gardien numéro 2, il était là pour ouvrir la porte et prendre les shoots à l'entraînement. C'était une évidence. Mais 50 matchs, peut-être là maintenant, les matchs sont assez espacés. C'est là aussi que c'est difficile. En ce moment, tu vois, Fribourg a joué avec Hughes devant les buts lundi passé. Donc Berra, ça faisait plus d'une semaine qu'il n'avait pas joué. Ouais. Donc pour lui aussi, ça ne doit pas être évident. Et je pense que lui aussi, il dit, mais moi, je veux des matchs. Il me faut me garder en tension, on va dire. Et on a la même question pourrait se poser avec Genève, où Gauthier Desclous a déjà joué une douzaine de matchs aussi. Lui, contrairement à Berra, par le passé, a eu des problèmes de santé. Là, ça a l'air de clairement tenir. Desclous, c'est top 3 dans la ligue actuellement, je pense. Devant le filet, il est vraiment très, 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 très fort. Et tu comprends aussi pourquoi Robert Mayer n'a pas été gardé quand tu vois à quel point Desclous est bon en ce moment. Et tu te demandes peut-être aussi pourquoi il jouait peut-être pas plus par le passé. Oui. Il a peut-être à un moment mérité peut-être un peu plus de temps de glace qu'il n'a pas obtenu à Genève parce que Robert Mayer était là et parce qu'il fallait faire jouer Robert Mayer. Mais toujours est-il que je comprends, surtout dans une saison comme maintenant où les matchs sont espacés, où les gardiens ont besoin de jouer. Par contre, oui, quand tu as des back-to-back, tu dois pouvoir compter sur ton numéro 2. Et le problème, Fribourg Hughes, à rapport qu'il n'avait pas été bon. Il n'avait pas coûté le match, mais je veux dire, il n'avait vraiment pas été bon. Ambry en coupe, il a été très bon. C'est un jeune gardien, il a besoin de temps pour se développer, c'est clair. Il doit jouer des matchs, il va devoir en jouer. Il était envoyé en Ligue B furtivement aussi, justement, parce que tu te rends compte qu'ils veulent lui donner des matchs et qu'ils ne peuvent pas, vu que les matchs ne s'enchaînent pas, lui en donner. À Genève, Manzato est rentré à Langnau avec peu de réussite. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de Genève. Ils jouaient vendredi, dimanche, mardi, donc il y avait des matchs tous les 2 jours, c'était logique. Ils ont dit on en donnait un à Manzato, ça s'est pas très bien passé. Après voilà, il a le droit de passer à côté d'un match, mais
la gestion du rythme de compétition des gardiens cette saison, c'est un vrai challenge. Et finalement, on parlait de Tobias Stephan au début de cette séquence. Finalement, il joue un tout petit peu moins aussi parce que tu as un numéro 2 qui est clairement capable en Boltzhauser, comme Hughes et Manzato sont des numéros 2 capables aussi. Mais je pense que Boltzhauser est un cran au-dessus de ces deux-là. Et donc, mérite du temps de jeu et l'obtient pour finir le tour, bien aussi un petit peu alterné. Mais là, c'est pas pour ménager les joueurs ou pour la charge de travail, c'est juste qu'avec Van Pottelberg c'était difficile, donc il y a eu une alternance qui a été induite par les résultats de l'un et de l'autre, et donc c'est un cas un petit peu différent, je pense, que Berra à Fribourg, où effectivement quand tu te dis on met Berra ou Hughes tous les soirs, la réponse elle va être Berra, même en back-to-back, même s'il y a 3 matchs en 5 jours ou en 4 jours, tu vas mettre Berra, tu vas être tenté de mettre de Berra tous les soirs. Et quand il met Hughes devant le filet à Ambry, tu te dis quand même, ah ouais, quand même, il n'a pas mis Berra ce soir. C'est notable. Et du coup, la pression sur Hughes, elle doit être d'autant plus forte. Et sur le coach de ne pas envoyer Berra, finalement. Parce que quand tu as le gardien le plus cher du championnat, ou pas le plus cher, je pense que Gianni est quand même au-dessus, mais un des gardiens les plus chers du championnat et un des gardiens les plus dominants du championnat, tu as envie de le jouer. C'est logique. Complètement. Alors comme Bienne est en quarantaine, on ne va pas parler de Bienne cette semaine, mais on va terminer donc avec Lausanne, leader du championnat, qui alors a perdu, on en a parlé avec Soulang Genevois, on ne va pas forcément revenir sur ce très bon match, en plus la défaite 3-2 contre Genève, et puis mardi soir, victoire 3-0 contre Berne. Boltzhauser, on parlait des gardiens, Boltzhauser, tu disais justement qu'il avait été bon, il s'est fait un blanchissage mardi soir. Lausanne a tiré quasiment 2 fois plus que Berne. C'est intéressant pour eux de continuer, même contre une équipe, parce que c'est pas évident avec l'équipe qui change d'entraîneur, on le sait, de continuer à être finalement dominant contre à peu près tout type d'équipe. Oui, alors complètement. 3-0, quand tu lis le score, puis quand tu vois l'interview de Gaëtan Haas à la fin du match, tu as l'impression qu'ils se sont fait rouler dessus par un train, Berne, alors que finalement, si on relativise un petit peu, il y a 1-0 à la 53e minute. Berne n'est pas catastrophique. Mais bon, au bout du compte... tu l'as souvent dit d'ailleurs, ils sont pas catastrophiques sur la saison. Ils sont pas loin d'avoir du succès. Et c'est aussi pour ça que je me méfie. On en a parlé en pronostic de Genève-Berne. Je le prends pas les yeux fermés non plus. Non. Mais voilà, au bout d'un moment, à 53e, il y a 1-0. Tu dois aller pousser pour mettre ton but. Qui sort Malguin. Et après, Konaker. Alors, Konaker, il vit pas une saison incroyable. Mais quand il faut aller planter un but, 2 buts coup sur coup, tu as Malguin et Konaker qui sont là. Et puis en face, ils sont muets. Donc, Malguin, on l'a suffisamment dit à ce micro. Et on l'a vu, le but qu'il met, qui du coup n'a servi à rien, si ce n'est à juste être beau. Encore plus beau quand c'est inutile, on va dire. Mais voilà, le coup de patin, il est là. Il a le sens du but. Ouais, il est juste fort. Et pour Lausanne, c'est à souhaiter qu'il reste, comme c'est murmuré à gauche et à droite, mais on n'a aucune confirmation à l'heure actuelle du tout. Même, je crois vraiment que personne n'a l'information, ou du moins, alors ça m'est pas venu jusqu'aux oreilles. Mais voilà, 1-0 à la 53e. Lausanne fait la différence en fin de match. Je pense pas que Berne doit sortir catastrophé de cette défaite. Aller perdre à Lausanne, j'ai l'impression que c'est un peu le lot de tout le monde. Et ça m'a l'air moins catastrophique, entre plein de guillemets, que le premier 6-1 qu'avait ramassé Fribourg là-bas, où là, il s'était vraiment fait rouler dessus. Le deuxième, on en a pas mal parlé. C'était un match un peu plus équilibré que le score ne le laisse entendre. Là aussi, 3-0, mais longtemps à 1-0. Gibbons marque encore. Bref, Lausanne est en confiance et Lausanne trouve un moyen de faire la différence et de ne pas être embêté en fin de match en marquant ses 2 buts à la 53e. Et Lausanne encaisse peu finalement. Ils ont vraiment une défense. Là, on parle souvent des joueurs offensifs, mais défensivement, c'est impressionnant parce qu'on se rappelle quand même, et ça nous a travaillé un moment, parce qu'ils ramassaient ce 6-0 où c'était vraiment pas bon. 5-2 contre Langnau, le premier match. C'était... Tu prends 2 buts de Langnau, ils auraient pu en prendre plus, c'était vraiment pas génial, fallait se mettre en place, le 6-0 derrière, tu te dis, bon là, c'est vraiment une catastrophe industrielle. Puis gentiment, ils sont revenus à des bases, et finalement, on parlait d'Eldner, on peut parler de Marty aussi, que je trouve vraiment...
il sait faire ce qu'il sait faire. Il va pas commencer à vouloir dribbler tout le monde ou faire une passe suicidaire. Il suffit qu'on dise ça, puis le prochain match, il fait une passe suicidaire, puis on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont raconté à Colfax? Mais en l'occurrence, ça fait quand même quelques matchs maintenant qu'on voit qu'il a trouvé ses paires défensives, il bouge pas. Et honnêtement, l'association Barberio-Genadzi, moi, de base, comme ça, je suis toujours à me dire, mais on est sûr qu'il faut faire ça, alors que on pourrait se dire Barberio Frick et puis Genadzi Eldner, je la trouverais plus logique. Mais force est de constater que je suis un bobet et que Craig McTavish, c'est beaucoup mieux que ça moi. veut pas dire que ça ne marcherait pas, attention. Ouais, mais le fait est que ça marche super bien, comme ça. Que Grossman, on peut contester son salaire, parce on croit savoir aussi que le salaire est assez important, mais si on fait abstraction de ça, on regarde juste la paire avec Marty, il est intéressant comme mentor de Marty, ça va bien, c'est pas une paire qui va marquer des buts et faire des tas de passes, mais par contre, c'est une paire qui visiblement encaisse peu de buts. On n'est pas à l'abri d'une erreur de relance, comme tu disais, d'Eldner, mais en règle générale, pour l'instant, ça tient pas mal. Et on a l'impression aussi que le jeu de Lausannois est assez simple. Il se pose pas 50 000 questions, et par rapport au jeu de Peltonen, c'est assez impressionnant de voir la différence entre les deux. Et de se dire que là, les joueurs, ils ont l'air d'avoir du plaisir. Et on a l'impression, en discutant avec eux, que ça se sent un peu plus que... Ils n'osaient pas dire qu'ils n'avaient pas de plaisir avant. Bon, mais ça, c'est toujours, on l'a déjà thématisé à ce micro. Le coach d'avant est toujours l'âne. Et celui qui est en place, je dis globalement, je ne parle pas dans ce cas-là. Quoique dans ce cas-là, il y a Cody Almond qui a mis un taquet l'audio à Peltonen et à l'entraîneur physique qui était une catastrophe. Mais ça aussi, j'ai l'impression que chaque fois qu'un coach a le malheur de se faire licencier, alors derrière, c'est le grand déballage. C'est le grand déballage, c'est le bouc émissaire, rien n'allait. Alors que l'année passée, il y avait eu des articles sur le nouveau coach physique finlandais qui venait du VBC Cheseaux et qui était super. Et les joueurs disaient qu'ils n'avaient jamais autant travaillé qu'avec lui. Mais c'est pas... Parce qu'il y a là c'est symptomatique. C'est souvent comme ça. Et le coach... Fribourg aussi, ça me fait toujours. Knutti, chaque année, c'était la meilleure préparation de l'histoire. Ouais. Tout le temps. Et bah voilà, il fait pas bon se faire licencier parce que tu sais que derrière, tu vas ramasser ceux qui étaient frustrés sous Peltonen. Bah forcément, alors déjà jouent mieux et c'est tant mieux pour l'équipe en général, on va dire. Et je peux entendre qu'un système un peu plus rigide, comme un Yalonen, comme un Peltonen, au bout d'un moment, ça lâche. Et tu perds les joueurs peut-être les uns après les autres. Ça, je l'entends complètement. Hein. Ou Ehlers aussi, alors que ça marche bien avec les équipes qui sont plus bas. Exactement. Et là, oui, tu parles de plaisir, et c'est vrai que c'est l'impression, ça dégouline le plaisir de jouer. Mais c'est pas pour autant qu'ils gagnent 6-5 tous les soirs. Vraiment pas. Ils ont 2 buts encaissés par match, malgré le 6-0 de triste mémoire à Bienne. Enfin, triste mémoire, sauf pour les Biennois, j'imagine. Parce que ça, c'était une belle soirée pour eux. En plus, il y avait encore des spectateurs à ce moment-là. Oui. Plaisir, c'est l'impression que ça dégage. Et elle fait plaisir à avoir joué cette équipe. Quand on parle de 2 excellents matchs contre Genève la semaine passée, pour Lausanne, c'est certes 2 défaites, mais au bout du compte, on arrive à te dire quoi ? C'était quand même 2 excellents matchs et tu peux construire là-dessus et c'est positif pour la suite de la saison de Lausanne, quoi qu'il arrive. Par contre, ils ont... Alors, est-ce qu'on l'a thématisé ? Je crois pas, mais on a une question qui va un peu mettre le doigt sur un souci. C'est Patrick Deharbe qui dit « Comment expliquer la stérilité du powerplay vaudois ?» C'est vrai qu'en ce moment, ça va pas du tout. Alors, mais t'es leader. Donc, on en parlait la semaine passée, ouais, exactement. Que ce soit au point par match, que ce soit au point tout court, t'es devant. Mais le powerplay, on a vu avec Genève, et finalement, c'est drôle parce que les 2 équipes se ressemblent beaucoup. Pas mal de talent, un jeu avec de l'intensité, du forechecking, et un powerplay qui tourne pas trop malgré des joueurs très capables, en fait. C'est surprenant, je suis d'accord. C'est finalement... On se rappelle des débuts de Charles Hudon à Lausanne. Il avait quasi des statistiques au shoot de basketteur. Ça ne voulait rien dire. Tu avais l'impression que 3 sur 4, c'était au fond. Quoi. C'est LeBron James, le type. Donc là, maintenant, lui, c'est clairement compliqué en ce moment. Et forcément, quand cette menace-là est grippée, tout est un petit peu plus compliqué. Et la relation avec Malguin, peut-être que les équipes en face se sont aussi un petit peu ajustées. Donc je ne suis pas surpris de voir que Hudon ce soit plus compliqué. Par contre, effectivement, Lausanne a 10 et quelques % de réussite au powerplay. Il y a juste Langnau qui arrive à faire moins bien que ça
Et pour une raison évidente, c'est que Langnau n'a pas le talent que Lausanne a. Et de voir Langnau 12e au powerplay, ça ne me choque pas. Non. Par contre, de voir Lausanne 11e avec cette équipe, ce contingent et l'accumulation de joueurs capables de jouer sur powerplay 11e, c'est pas normal. Et je pense que, mais je crois que je le disais la semaine passée, quand tu es leader et que l'un de tes problèmes, c'est que ton powerplay ne fonctionne pas, en fait, tu n'as pas de problème. C'est que tout va bien. Complètement. Parce que cet aspect du jeu, si on pense play-off, alors c'est audacieux de penser play-off en ce moment parce que on sait faut vraiment avancer au jour le jour ou au mois en se disant qu'il y a toujours des matchs, tant mieux. Mais on sait que quand ça devient plus compliqué, c'est aussi important de marquer des buts aussi à 5 contre 5. Enfin, je veux dire, c'est ça qui peut aussi te faire tourner un match, surtout avec des prolongations, où tu continues à jouer à 5 contre 5 jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui marque, et où il y a peu de pénalités. Donc le jeu à 5 contre 5, il est important, mais je pense que c'est John Foust qui nous disait après un match, je crois que c'était à Fribourg, il disait mais on a eu peu de temps, c'était en sortie de quarantaine pour bosser ça. Après il y a eu les matchs contre Genève. À un moment, l'excuse, elle va plus tenir. Non, mais c'est clair. Là, tu dois quand même pouvoir travailler cet aspect-là. Et tu parlais du don qui a de la peine à retrouver un peu sa touche en ce moment. On parlait de Nettinen et qui marche super bien en powerplay, où on se dit, ouais, c'est bon, là, les défenses, ils vont quand même commencer à s'ajuster. Puis qui pouvait des fois reculer un petit peu. Il allait prendre les shoots légèrement plus bas parce qu'il savait qu'il allait peut-être se faire contrer. J'attends de ces joueurs-là, comme Udon, Malguin, qui s'ajustent aussi et qu'ils ont assez de talent pour faire la même chose, soit le pas de côté, soit le pas de retrait, bref, de trouver un moyen d'avoir de nouveau cette relation entre les deux. Alors, on a encore une question relative à Lausanne et une autre question plus générale qu'on va passer en revue. C'est François Meyer qui demande « C'est surprenant de voir le contrat de vente du LHC dans certains médias. Comment est-il arrivé dans certaines rédactions ?» Et il dit bien entendu « sans griller les sources. » Alors, est-ce qu'on peut raconter un petit peu ou non? Justement, là, c'est trop secret. Non, je peux parler de mon cas. En tout cas, pour les autres, je n'ai aucune idée comment ça s'est passé. Pour être dans la chronologie, j'ai sorti un article vendredi dans 24 heures au sujet où j'évoque le contrat de vente que j'avais en main. Le vendredi, en fin de journée, le site Watson sort également un article où le contrat de vente est mentionné. Et le dimanche, à Sport Dimanche, le contrat de vente est également mentionné. Oh, ils l'ont imprimé. Il y a plus d'argent à l'RTS. Ils impriment les contrats de 200 pages. Nous pas, nous on le garde sur l'ordinateur. Mais on l'avait aussi. Bref, blague à part, et si Marc-André nous écoute, je suis sûr qu'il rigolera. Moi, ça faisait un moment que je l'avais. Ça faisait 3 mois peut-être, 2 mois que je l'avais. C'est totalement... Alors, je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de monde que j'explique comment on l'a eu, mais il est disponible sur Internet. Il suffit juste de savoir où aller le chercher. Alors, tu me diras, c'est un petit peu vague, je sais, mais il est publiquement disponible quelque part sur Internet. Si on te dit, écoute, voilà dans quelle direction chercher, voilà pourquoi tu vas le trouver, ou dans quelle direction tu vas chercher, tu trouves. Et j'ai un de mes amis fiscalistes qui voulait le challenge de le trouver. Il m'a dit dis-moi pas, je vais le trouver. Et l'autre jour, il m'a envoyé la capture d'écran de la première page du SPA, donc le Selling Purchase Agreement, entre le trio et le groupe Audible qui a vendu le contrat, qui a vendu le club par l'intermédiaire de Ken Stickney à ce moment-là, en fin avril. Donc, il n'y a aucun document secret, il n'y a rien d'illégal là derrière, il est disponible. Donc, moi, je sais comment je l'ai eu. Les autres, est-ce qu'on les a également aiguillés? Moi, c'est la succession de mon article du vendredi matin, l'article du vendredi soir et du coup Sport Dimanche le dimanche qui est surprenante. Ouais. Est-ce que si je sors pas mon article le vendredi, est-ce que la cascade est aussi directe? Du coup, si ça sort le soir même sur Watson, là on parle de journalisme et de façon de manière dont on travaille, ils sont déjà sur le sujet. C'est une évidence. À aucun moment, je doute que mes confrères n'avaient pas déjà le truc. Tu peux pas improviser de l'après-midi. Du coup, c'est tellement une masse de documents. 200 pages, tu disais, à lire. Franchement, tu souhaites ça à personne. C'est un enfer à lire. Mais voilà. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils étaient aussi. Peut-être que j'avais juste un tout petit peu d'avance. Le fait que je sorte,
ça a fait tilt chez Klaus en disant bon, ben moi aussi, je l'ai de toute façon, et vraiment, alors je sais que c'est quelqu'un qui je collabore régulièrement, on s'appelle souvent, il n'y a aucun problème là derrière. Et pareil avec Marc-André qui sort 2 jours plus tard, le Sport Dimanche, on est aussi en contact très fréquemment. Donc là aussi, je sais qu'ils ont leurs propres sources. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui leur disent cherche dans cette direction, tu verras, tu trouveras, c'est possible, mais en tout cas, je pense pas qu'on n'a pas tous reçu un communiqué de presse disant voilà le communiqué, voilà le contrat de vente, bien du plaisir. Ou alors je l'ai pas non plus reçu dans une enveloppe brune dans ma boîte à lettres, non daté, non signé, d'un indice secret. C'est beaucoup moins. Avec un gros tampon rouge confidentiel. C'est beaucoup moins romanesque que ça, hélas. Par contre, il y avait une question aussi que j'ai lue sur différents vecteurs qui disaient mais quel est l'intérêt des gens de sortir ça, puisque ça porte quand même un peu ombrage au Lausanne Hockey Club en disant bah voilà, ils ont des poursuites et tout, et on a l'impression, tu te dis c'est vrai, qui a intérêt à ce que ça sorte? Ça, je me suis posé la question. Ouais, je me la pose aussi. Alors en tout cas pour ce qui est le contrat de vente, ben là finalement c'est le prix du club, il n'était pas public, il a été rendu public. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Ça voulait quand même dire que le club avait 21 millions de dettes au moment du rachat, dont 14 millions contractés par des gens, certes, mais ça veut quand même dire que la dette existait. Si je te donne 100 francs, puis tu dis, bon, bah, ouais, tu me les rends pas. Je t'ai quand même donné cet argent-là. À un moment, je l'ai quand même plus, moi, cet argent. Donc, ces 14 millions, certes, c'est le groupe, notamment, de Finger, Bacala. Non. Trebellini, Depreux et ce groupe d'amis là qui a fait une société en nom commun pour vendre, pour prêter ces 14 millions. Et donc Finger est là au milieu et c'est là qu'il rentre dans le processus, disons. Et donc la reprise de la dette, c'est la reprise des dettes, c'est 2/3, c'est l'abandon d'une créance de la part de ce groupe là. Après les poursuites, ben voilà. On a tous des indices et des informateurs à gauche et à droite. Ça m'est venu aux oreilles. Et puis, il se trouve que le club a plus de 2 millions de poursuites actuellement. Je peux te mettre aux poursuites pour 6 millions. Et puis, tu auras 6 millions aux poursuites. Toutes les poursuites ne sont pas légitimes. Le club a fait opposition sur toutes les poursuites qui sont actuellement inscrites. Et il y en a quand même quelques-unes. Est-ce qu'elles sont toutes illégitimes? Faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse. C'est pas parce qu'il y a une opposition qui a été faite que la poursuite est illégitime. Moi, je suis pas avocat. C'est juste que, et ça je l'ai expliqué à certaines personnes du club qui n'étaient pas contentes, et je le comprends complètement, l'information qu'une entreprise turgovienne demande beaucoup d'argent au LHC pour la construction de la patinoire Nussli à Gué, je l'ai écrit, je l'avais depuis un moment. Et j'estimais que c'était pas important. C'est important, mais c'est pas du domaine public. C'est pas à ce point-là. C'est plus l'accumulation de voir qu'il y en a d'autres. Exactement. Qui disent, bon, bah, là... Après, il y a CQTX qui vient se rajouter. Je me dis, ok, d'accord. Et là, après, quand tu vois que la holding est mise en poursuite pour 900 000 francs, de manière légitime ou pas, ça, je ne suis pas avocat. C'est pas à moi de décider. Mais il y a des histoires. Enfin, voilà. Et c'est de dire, c'est l'ancien propriétaire. Ça a été sur la place publique que Ken Stickney a vendu ou par son groupe, etc. Mais était dans le processus de vente du LHC. Et 6 mois plus tard, il les met aux poursuites pour 900 000 francs. Ça révèle qu'il y a un malaise là derrière. Lequel, je sais pas. Est-ce que Ken Stickney est pas content pour une raison ou pour une autre et il se dit, bah voilà, je vais les emmerder et je leur mets une poursuite et ils feront moins les malins? Peut-être. Est-ce que le LHC doit cet argent à Ken Stickney? Bah pareil. Peut-être. Toujours est-il qu'actuellement, et c'est public les poursuites en Suisse, il y a ça. Et je trouve quand même que c'est digne d'intérêt parce que justement tout le processus de vente était sur la place publique. Alors, dernière question qui n'a pas de rapport avec Lausanne de manière directe. C'est Tom Maillot. À part le nombre d'étrangers, est-ce que vous avez connaissance d'autres mesures prises par la Ligue? Il cite le salary cap, changement dans l'arbitrage, le calendrier. Et là, on parle, mais c'est un petit peu extrapolé, parce que le coût des 10 étrangers, ça, c'est quand même pas encore acté de manière officielle. On est sur la très 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 grosse rumeur. Donc, est-ce qu'on a entendu quelque chose d'autre sur les mesures? Je dirais que le nombre d'étrangers, enfin le calendrier, tout dépend du nombre de clubs. Si tu passes à 13, potentiellement à 14, ça va changer plein de choses. C'est encore difficile d'être certain pour la suite du championnat de Suisse de hockey sur glace. Ouais, non. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'indications à rajouter sur cette thématique-là. Et la révolution, elle est tellement... Tout bouge tellement depuis 6 mois. En gros, j'ai l'impression, vaguement... On se rappelle quand on a parlé de salary cap il y a...
Ouais, je pense que c'était en février. Moi, je me souviens que le jour où Tsaug, on en revient, il me semble que c'est l'épisode Klaus Tsaug cette semaine. Tsaug, c'est le premier à parler de ça. Et moi, je me souviens qu'il y a des gens qui ont fait des grands cris, mais ça n'arrivera jamais, tu verras, c'est aucune chance, c'est débile, etc. Là, on se retrouve 6 mois plus tard et c'est sur la table, et c'est pas sur la table, c'est très concret la proposition. Et le fait que la National League s'isole, que la Swiss League s'isole également, et que pour participer à la future National League, il va falloir montrer patte blanche, on va dire. Avoir un droit d'entrée et payer. Exactement. C'est possible. Moi, je suis vraiment de plus en plus à croire que c'est possible qu'on y arrive à ce salary cap. Et ça va être lié au fait de monter à 10 étrangers. Je pense qu'il n'y a aucun... Il n'y a pas moyen, finalement, de... Si on veut qu'il y ait une équité et qu'il y ait une compétitivité de 1 à, on va dire, 8 ou 9 ou 10 dans la ligue, c'est lié à un salary cap. C'est lié à augmentation des étrangers. Certes, si on veut que le salaire moyen baisse, ça, je l'entends. Mais sans salary cap, ça n'a aucune chance d'aller. Donc, moi, j'espère vraiment que ça sera implémenté d'ici 2 ans maximum. Fin de l'épisode hebdomadaire, 12, 13... 12. Mais ouais, je suis juste, maintenant, à chaque fois que j'arrête, je suis juste. Fin de l'épisode numéro 12 de Colfax. Merci toujours pour vos questions. On n'en a pas eu sur Genève cette semaine. Réveillez-vous, les Genevois. Et ceci mis à part, en tout cas, merci pour votre fidélité et continuez de nous écouter sur les réseaux sociaux, SoundCloud, YouTube, Facebook, etc. Posez vos questions, Ask Colfax. Je me rends compte maintenant que j'en ai eu par message de gens qui me demandent pourquoi Linus Omark ne tire pas les pénaltys. On en parlera la semaine prochaine. Exactement, peut-être. Très bien. Et profitez des 2 jours durant lesquels on pourra aller dans les restaurants au-delà de 19h. À bientôt.